Contexte national. Je le disais tout à l'heure, notre point et la rose, ça manque de vent, sans doute un peu aujourd'hui, auprès de la population, avec une politique d'abord qui est traduite par l'univers des médias. Dans cette circonscription, on sait particulièrement comment cet univers des médias fonctionne. Ils sont en permanence autour du bruit, de la nouvelle, puisqu'ils sont en concurrence les uns par rapport aux autres. Et cela donne une image particulièrement déformée de la politique qui est menée, avec forcément des ressentis de la population qui sont des ressentis qui ne sont pas en adéquation avec la réalité. Alors, bien sûr, la réalité de ce qu'ils vivent, mais la réalité des annonces. On est dans une société où, quand, par exemple, tel ou tel groupe ou groupuscule fait un travail sur l'évolution des retraites et où on envisage une taxation à tel ou tel endroit, cette taxation est tout de suite communiquée et les citoyens et citoyennes qui écoutent le message ont l'impression que la décision est prise et qu'ils vont subir cette taxation sur leurs revenus. Donc on a bien sûr tout un aspect de communication qui est particulièrement difficile de notre politique. En tout cas, moi je le perçois fortement, car quand on est au Parlement, on vote un certain nombre de textes, et bien souvent le bruit qui est fait correspond à bien autre chose. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un décalage entre le travail gouvernemental et parlementaire, et puis ce que décident de traiter les mass médias au vu de tel ou tel rapport, pré-rapport, réflexion. Pré-réflexion, on est incontestablement dans un problème de communication. Un premier problème, incontestablement. Bon, et on sait tous les dégâts qu'il peut produire. Alors, la situation, d'abord économique et sociale, mais cela a été rappelé par le président de la République cette semaine, est particulièrement difficile, et la crise est particulièrement lourde, et on aura l'occasion de le voir. Nous avons fait une campagne électorale sur les 60 propositions de François Hollande qui sont en train de se mettre en œuvre. Y a-t-il renoncement par rapport à ces propositions? Non, il n'y a pas de renoncement. Chaque fois que, par rapport à une mise en œuvre des propositions, on rencontre forcément la difficulté, car entre l'idée et la mise en application, il y a toujours de la complexité, le diable est dans le détail, et sur le fond, il n'y a pas de renoncement. Les propositions sont en train de se mettre en place l'une après les autres. Je crois qu'on en a mis en place. Le cap est tenu. Les 43 propositions sur 60 ont été aujourd'hui mises en place. Alors, c'est d'ailleurs ce que l'on reproche au président de la République. C'est de ne pas vouloir changer de cap. C'est ce que les mass médias sont en train d'inventer. Ils devraient changer de cap. Sur le fond, les 60 propositions apparaîtraient comme non adaptées à la crise que l'on a aujourd'hui. Ce qui est un questionnement d'ailleurs sur lequel je reviendrai tout à l'heure. En tout cas, on ne peut pas dire que les propositions ne sont pas appliquées. Elles sont appliquées. Bien. Alors, première catégorie de propositions, on le sait, c'était des propositions pour 10 milliards, parce que quelle est la situation de la France? 600 milliards de dettes supplémentaires dans les 10 dernières années. 600 milliards. Pourquoi? Parce que quand on est à 4 à 5%, quand on est à 5 ou plus de 5% de déficit budgétaire, n'oubliez pas, un point de référence qu'on doit avoir, c'est ce qu'on produit, la valeur du revenu français, ce qu'on produit chaque année, c'est 2000 milliards. 2000 milliards. Donc, quand on fait 5% de déficit au niveau du budget, 5% de ce revenu, on en prend pour 100 milliards. Ok, 100 milliards. Quand on est arrivé, le budget est amené à 110 milliards de déficit.
chiffres viennent de tomber, on l'a ramené aux alentours de 94 milliards. Alors bien sûr, on dit c'est pas l'objectif. Les comptes dérivent. Les comptes dérivent, mais globalement, on était à 110. On est passé de 110 à 94. Ça, c'est pas dit aussi. Donc il y a un gros travail qui a été fait justement par les mesures qui ont été prises de fiscalité supplémentaire sur les hauts revenus. Rappelez, hein, fiscalité supplémentaire sur les hauts revenus. Parce que la fiscalité supplémentaire, c'est pour les personnes qui ont plus de 150 000 € de revenus par part. Vous avez 3 parts, il vous faut 450 000 € de revenus pour commencer. Ouais, je pensais que c'était juste à la franche, c'était pour te rassurer, quoi. C'était pour te rassurer. Bon, enfin, globalement, le boulot a été fait pour qu'il y ait plus de justice dans la répartition de l'effort. Incontestable. Incontestable. Alors, certes, c'est pas quand on met de la justice dans la répartition de l'effort qu'on produit peut-être du développement et de la croissance. Parce qu'une deuxième problématique qui n'avait pas été envisagée, je veux dire, dans toutes nos propositions, et nous, quand on a travaillé dans nos conventions, nos congrès, etc., c'est la question de la compétitivité de la France. Il faut savoir que la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, la part de l'industrie dans nos 2000 milliards, elle était au début du mandat de Sarko de 16%, aujourd'hui de 11%, 5 points. C'est-à-dire que l'industrie est devenue de moins en moins importante. L'industrie, elle est ailleurs. Alors pourquoi est-elle ailleurs? C'est assez simple. Moi j'appartiens à une génération dont mes parents étaient gaullistes. Et je me souviens, ma mère qui n'était pas politique, et ma mère c'était la voix populaire, hein, elle répétait un peu ce que disaient les gens. Et quand De Gaulle allait, notamment en Afrique, à cette époque-là, De Gaulle allait en Afrique et disait, bon voilà, on vous apporte X millions de francs, c'était des francs à l'époque, pour financer, etc. Et qu'est-ce qu'on disait dans l'opinion publique? Ah ouais, il va toujours mettre de l'argent là-bas, il ne travaille même pas, ces gens qui ne travaillent pas, et c'est nous qui sommes obligés de les nourrir. Voilà un peu, c'était la voix populaire de cette période-là. Et globalement, les pays qui ne travaillaient pas se sont mis à travailler. Se sont mis à travailler. Et donc, ils produisent aujourd'hui. Et ils demandent légitimement, dans un modèle économique, et bien sûr le système capitaliste, ils demandent légitimement leur part. Leur part. Bon. Alors, est-ce qu'il faut les empêcher de se développer? Ah non, globalement. Et notre problème, c'est donc une croissance mondiale dans le monde. Ben, le revenu monte, il y a de la croissance dans le monde. Par contre, nous, notre continent européen, il est à l'arrêt complet dans cette croissance. Et particulièrement la France, qui n'a pas eu de politique industrielle. Car, en fait, on avait Chevènement, à un moment donné, qui disait qu'il faut une politique industrielle. On était Rocard qui portait la question du plan, le plan. Ben, tout ça, c'est passé avec la droite, il faut bien le dire, et nous on n'a pas été vigilants là-dessus, c'est passé, complètement disparu des placards. On n'a plus de politique. C'est passé avant la droite. Nous aussi, hein. Quand on est au pouvoir, l'industrie, on a commencé à la fermer aussi. Non, pas la fermer. C'est pas la question de la fermer. De la laisser mourir, hein, les investissements. Si tu me permets, je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Et ensuite... Moi, c'est une grosse discussion quand même qu'on a eu au PS dans les années... Attends, 75, permets-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement, parce qu'après je vais l'oublier. Forcément, je n'aurai pas la cohérence que je souhaite avoir. Mais je vais répondre quand même à ta question. Sur le fond, je ne dis pas que nous n'avons pas fermé de l'industrie. Parce que une politique industrielle ne veut pas dire maintenir coûte que coûte un type d'industrie. Une politique industrielle, ça veut dire savoir faire de la recherche, savoir faire du développement et savoir impulser un certain nombre de pans entiers d'activité. Nous avons une politique industrielle, on est d'accord ou pas d'accord, sur l'énergie atomique. On a une politique industrielle. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a une industrie qui existe sur ce plan-là. Nous avons une politique industrielle sur l'aéronautique. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, on a aujourd'hui un certain nombre d'activités. Nous avons une politique industrielle sur le ferroviaire. Il existe.
nous avons une politique industrielle sur la question de la chimie, et elle existe. Mais on n'a pas, ces derniers temps, et ça, ce sont les acquis, je parlais du gaullisme, ce sont les acquis ensuite de Pompidou, et ce sont aussi les acquis du mitterrandisme, qui a lui conforté, car les nationalisations ont permis de conforter véritablement ces pôles industriels. Alors, et après, effectivement, progressivement, après, dans la fin de Mitterrand, dans les périodes, dans les idées, le vent anglo-saxon du reaganisme, etc., tout cela est appuyé par les programmes de la droite, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le mitterrandisme, il y a quelques années de droite pendant le temps de Mitterrand. Et à chaque fois que la droite est revenue au pouvoir, elle a systématiquement prôné pour la libéralisation complète des pôles de recherche, et en quelque sorte, on a abandonné une politique industrielle. On ne l'a plus. Deuxièmement, ce que nous avons abandonné aussi, et accepté d'abandonner, c'est la question de l'épargne. Au niveau de l'épargne, les Français n'ont jamais autant épargné qu'aujourd'hui. On a beaucoup d'épargne. Et cette épargne-là, aujourd'hui, est plus orientée vers l'extérieur que l'intérieur. L'épargne française ne va pas financer les investissements français. Bon, là aussi, il n'y a pas eu d'opération, de réflexion, de planification et du comment faire. Et ça, on est en train de le découvrir. Et réellement, parce qu'on n'y a pas pensé, au niveau dans nos congrès, etc., aujourd'hui, on n'a pas de proposition. On n'a pas de proposition. Et le dernier point, et qui me semble aussi important, c'est bien sûr, on le sent bien, c'est la question de l'Europe. On voit bien aujourd'hui que l'on est soit dans un milieu du guet qui n'est plus acceptable, car il n'y a d'abord pas de majorité de gauche au niveau de l'Europe. On subit donc une conception qui est une conception très monétaire sur la valeur de la monnaie prônée par les Allemands qui, eux, n'ont pas ces difficultés-là parce qu'ils ont des réseaux avec les pays voisins du mur de l'Est qu'ils ont pu très vite, en quelque sorte, faire entrer dans leur organisation de filières de production. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont acquis de la compétitivité et qu'ils sont sur des fondamentaux qui ne sont pas des fondamentaux de largesse au niveau de la gestion de la monnaie pour justement éponger la dette. Cela nous pose de réels problèmes. Donc on est au milieu du gué et devant cette situation où on est dans le plus ou dans le moins d'Europe. Le moins d'Europe, alors c'est ce que prône un certain nombre, et particulièrement le Front National, qui lui dit tout simplement abandonner l'euro. Sur l'euro, il ne faut pas oublier que l'euro est un bouclier. Si nous n'avions pas l'euro aujourd'hui, nous serions dans une situation d'appauvrissement qui serait beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante. On achèterait l'énergie à des prix nettement plus élevés. Alors on nous dit, oui, mais ça rééquilibrerait les échanges extérieurs. Non, parce qu'on n'a plus d'industrie. Donc globalement, donc on aurait davantage de coûts, on aurait davantage de coûts et on ne serait pas fort. Et on serait donc dans une situation particulièrement difficile. L'abandon de l'euro, ce serait forcément une catastrophe. Parce que l'euro est un bouclier. Et c'est parce que c'est un bouclier que ça nous a permis d'emprunter beaucoup pendant longtemps. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, pour financer notre dette, 300 millions chaque jour, la dette de la France, c'est 300 millions à financer chaque jour. Chaque jour. Hein? Et pour financer cela, eh bien, aujourd'hui, on emprunte sur les marchés. Et on emprunte à quel taux? À un taux voisin de zéro. À un taux voisin de zéro. Parce que, globalement, on a des fondamentaux qui tiennent quand même. Bon. Alors, si on abandonnait l'euro, ce serait là, je peux vous dire, d'abord, est-ce qu'on aurait encore de l'emprunt? On n'est pas sûr. Et puis, ce serait drôlement compliqué, donc forcément de l'appauvrissement. Et, d'autre part, prenons l'exemple de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, qui, elle, a sa monnaie, qui, elle, donc, a son autonomie. Est-ce que la Grande-Bretagne, aujourd'hui, réussit? Non. Et, puisque son taux de chômage augmente beaucoup, puisque, malgré les baisses de fiscalité qui sont faites dans une conception très libérale, eh bien, la précarité monte, et particulièrement là, l'injustice monte. Nous, on a rétabli de la justice, mais en Grande-Bretagne, il y a de l'injustice. Et savez-vous
quel est l'endettement de l'Angleterre par rapport à son produit intérieur brut? Eh bien, aujourd'hui, on est à 115% du PIB. 115% du PIB. C'est-à-dire qu'ils ont 20 points de plus d'endettement par rapport au PIB. L'Angleterre, ça ne réussit pas. Donc ça montre que la question de la gestion propre de sa monnaie n'est pas véritablement la solution. Alors, il faut réussir au niveau de l'Europe à reconstruire. Moi, le plus d'Europe, pour ma part, je pense que une des questions qui pourrait être posée, c'est celle de la défense nationale, qui devient une défense européenne. Qu'une partie de notre défense soit reprise par l'Europe, ce qui nous donnerait les marges de manœuvre, les 40 milliards ou 50 milliards nécessaires, qui nous donnerait là du souffle, c'est une possibilité. Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, François Hollande respecte ses engagements. 2, dans le contexte d'aujourd'hui, sans perspective de redéfinition de l'Europe, il tient les fondamentaux. Et oui, ces fondamentaux ne peuvent pas nous amener à un réel effet de croissance, bien que Hollande, alors c'est là où j'ai une interrogation, François est à peu près sûr, lui, qu'il y aura une reprise mondiale. Il raisonne sur ce que disent un certain nombre d'économistes, et qu'on appelle la théorie des cycles. La théorie des cycles, ça monte pendant 10 ans, ça redescend pendant 10 ans, et ça finit par remonter. Et un certain nombre d'économistes, des grands économistes, je pense à Eglietta, qui disent, globalement, ça va reprendre entre 2014 et 2015. Donc, en fait, la croyance de François Hollande, souhaitons et son pari, c'est qu'effectivement, il pense qu'il va y avoir reprise et qu'on aura remis les fondamentaux pour la reprise. Mais en dehors de ça, une politique industrielle est absolument nécessaire. Dans il faudra en parler. Le plus d'Europe est absolument nécessaire. Voilà, je vous ai donné quelques-unes de mes croyances de ce matin.